Imaginez un instant, on place devant vous une boîte. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être même qu'elle est vide. On vous dit juste une chose, c'est qu'en son centre se cache quelque chose qui pourrait changer votre vie. Le seul moyen de le savoir serait de l'ouvrir. Problème, c'est pas si simple. L'ouvrir pourrait vous prendre des semaines, des mois, voire des années. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Des millions d'autres personnes s'acharnent sur la même boîte que vous. Si vous ralentissez, si vous abandonnez, quelqu'un d'autre peut y arriver avant vous et obtenir la récompense. Alors, que feriez-vous ? Seriez-vous prêt à tenter l'expérience ? Si oui, combien de temps tiendriez-vous ? Et surtout, combien d'efforts seriez-vous prêt à fournir simplement par curiosité ? Cette expérience, des millions de personnes l'ont réellement vécue. Pas devant une boîte posée sur une table, non, mais devant l'écran de leur smartphone. Leur mission, percer les mystères d'un gigantesque cube virtuel avec la promesse d'une récompense inestimable, s'il y en a vraiment une. Dans tous les cas, son nom était tout trouvé, Curiosity. Ok, l'histoire du jour part d'une promesse. Une promesse faite par un seul... Oh, Escar! Je connaissais pas son âge. Désolé, tu connais, je suis fatigué ces derniers temps. Avec les streams, RP, tout ça. J'ai pas demandé autant de mots. En gros, t'as juste besoin de Oli. Et oui, vous commencez à bien connaître la marque de soft drink et de boissons énergisantes garanties sans sucre ajouté, avec ses packaging recyclables et ses composants naturels pour lutter contre la pollution. Et ce dont a besoin mon minable Esca, c'est Oli Energy. Fini le goût amer immonde et les dents bien jaunâtres, cette gamme comprend des boissons fruitées à base de New Caf, de la caféine cristallisée et de 7 vitamines. Un bon cocktail pour te booster la journée et en stream. Attention quand même, la gamme reste à éviter pour les moins de 16 ans et les personnes cardiaques. Mais pas de panique. Si t'es concerné, tu peux toujours te tourner vers la gamme Iced Tea, à base de véritable thé, d'antioxydants et de fibres alimentaires. Mon petit chouchou du moment, c'est le citron vert, menthe, thé vert et matcha. Je suis japonais, fils du soleil levant. Et si vous revenez d'une grosse séance de sport, et je sais que c'est toujours pas le cas, alors je vous conseille Hydration, qui a pour but de parfaire votre hydratation quotidienne. Électrolytes, minéraux, eau de coco, baie de goji, bref, que des composants sains et naturel. Sinon pour les gourmands, il y a toujours la gamme Milkshake, des boissons bien crémeuses et bourrées de vitamines pour des petites pauses sucrées. Ah, et c'est moins de 70 calories, donc allez-y sans crainte si vous êtes sportif. Oh, mais tu fais chier maintenant. Je sais pas quoi choisir. Ton jeu d'acteur me donne envie de me foutre en l'air. Mais pas de problème, il y a un pack découverte de luxe. Pour les nouveaux modulables, jusqu'à 57 portions des gammes de ton choix. Mais c'est pas fini. Avec mon code promo ZICON5, vous bénéficiez de 5 € de réduction sur votre première commande. Et si vous êtes habitué, avec le code ZICON, vous avez moins 10% sur toutes vos prochaines commandes. Alors n'hésitez pas à checker leur site via le lien en description et en commentaire épinglé. Sur ce, revenons à la vidéo. Nous sommes en 2012. Minecraft est à son prime, le premier Avengers vient de sortir, Gangnam Style aussi, la fin du monde approche à grands pas, et les smartphones arrêtent d'être de simples téléphones pour devenir des consoles portables. Et Apple n'y est pas indifférent. Ouais, parce que 2012, c'est une excellente année pour eux. Leur iPhone 5 s'apprête à sortir. Plus grand, plus fin, plus léger. L'heure est au changement, c'est la fin de l'ère Steve Jobs et le début d'un Apple qui s'adapte enfin aux attentes d'un marché toujours plus exigeant et connecté. Cette année-là, l'App Store bat des records, plus de 40 milliards de téléchargements cumulés, dont près de 20 milliards rien que pour 2012. La boutique contient déjà des centaines de milliers d'applications publiées et la communauté des développeurs encaisse déjà plusieurs milliards de dollars grâce à cet écosystème. En clair, il y a un public et il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. Et encore plus grâce à un modèle qui commence à bien s'installer, le freemium. Vous voyez ces jeux gratuits remplis de publicités et de microtransactions ? C'est à cette époque qu'ils deviennent la norme. On attire l'utilisateur avec une expérience simple, on l'accroche, puis on la monétise progressivement. À cette époque, la majorité des revenus du marché proviennent désormais des achats intégrés. Et ça, ça change complètement la manière de concevoir les jeux. Le but n'est plus uniquement de créer une expérience, mais de fabriquer quelque chose qui retienne l'attention. Une mécanique répétitive, parfois ultra simple, peut rapporter bien plus qu'un jeu riche et complexe, parce qu'elle convertit directement le temps de jeu en argent. L'App Store voit donc apparaître une ribambelle d'applications gratuites, simples et surtout addictives. Des plus cultes comme Temple Run, Subway Surfer ou Candy Crush, aux plus minimalistes comme les pintes de bière. Bref, tout ça crée un terrain idéal pour une expérience mobile étrange capable de captiver des millions de personnes. Et c'est exactement ce qu'a en tête un certain Peter Molineux. Peter veut tester jusqu'où une promesse simple peut pousser des milliers de joueurs à répéter un geste anodin
encore et encore. C'est comme ça qu'en plein cœur de cette révolution mobile, une application fait son apparition sur l'App Store. Son nom, Curiosity. Le principe est simple. L'app contient un cube noir posé dans le vide. Le joueur doit donc tapoter sur son écran pour détruire ce gros bloc composé de milliards de petits blocs plus petits, le tout en étant connecté simultanément avec des milliers d'autres joueurs qui tapotent eux aussi sur le même cube. Chacun enlève un morceau, couche après couche, jusqu'à révéler quelque chose. Et ce quelque chose, seule une personne pourra la découvrir. Celui ou celle qui donnera le tout dernier coup. Pourquoi ? Parce que tout repose sur une promesse martelée par Molineux. Ce qu'il y a au centre est incroyablement life-changing. Une chose capable de transformer la vie de celui ou celle qui l'atteindra. Bon, sur le moment, on se dit peut-être qu'il en fait un peu trop. Le truc, c'est qu'il est très sérieux. Il a répété dans toutes ses prises de parole. Peter le sait, la compétition va être rude. Alors, il millimètre son lancement. Le jeu est développé par sa boîte, 22 Games, donc il sortira le 7 novembre 2012 à 12h22. Enfin, ça c'était si Apple en avait eu quelque chose à foutre, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, ils l'ont balancé le 6 novembre à 2h du mat, sans prévenir Molineux, et il a pas kiffé. Dites-vous qu'il a appris la nouvelle sur Twitter, alors qu'il était en pleine conférence à l'étranger. Il a dû sauter dans le premier avion pour Londres, en plein milieu de la nuit, et son équipe de seulement 6 développeurs a dû rusher pour sortir en urgence la version Android. Ouais, parce qu'en quelques heures seulement, ça a explosé. Plus de 100 000 joueurs se sont immédiatement connectés. Les serveurs de 22 Games, minuscules et fragiles, s'écroulent immédiatement, les données disparaissent, les connexions plantent, les microtransactions bug. Bref, c'était si injouable qu'ils se sont mangés une avalanche de notes à 1 étoile sur l'App Store. L'ancien a vécu un cauchemar. Pour limiter les dégâts, les développeurs imposent une restriction. 32 000 joueurs connectés simultanément, maximum. Grâce à ça, la situation se stabilise et le 7 novembre au matin, le public peut enfin commencer à tailler le cube. Malgré tout, des problèmes ont persisté, obligeant les développeurs à se taper des marathons de 36 heures sans dormir pour faire fonctionner le système. C'était si hard que le 13 novembre, une semaine seulement après la sortie du jeu, ils finissent par ajouter un bouton PayPal directement dans le jeu pour récolter des fonds et couvrir les frais techniques. Une initiative pratique qui leur a rapporté la somme colossale d'environ 900$. De quoi s'acheter 3 grecs dans la France de Macron. Pourtant, malgré tout ça, le cube fascine. Des centaines de milliers de personnes continuent de devenir obsédées par une question: qu'y a-t-il à l'intérieur ? Et les attentes sont élevées. Parce qu'en soi, c'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit. En 2004 par exemple, avec Halo 2, Microsoft avait lancé un ARG appelé I Love Bees, qui avait poussé des milliers de joueurs à résoudre des énigmes complexes, décoder des messages, se rendre à des endroits précis à des heures précises, et même décrocher des téléphones publics à des heures précises. Une véritable chasse au trésor qui n'était en fait qu'une gigantesque campagne marketing autour du jeu. Peut-être que Curiosity est lui aussi une expérience du genre. Peut-être que c'est juste un coup de communication géant. Dans tous les cas, lorsqu'on promet un secret à des millions de joueurs, la récompense doit être à la hauteur de leurs attentes. Et l'histoire nous l'a bien montré. En 2005, le MMORPG Tibia avait introduit une porte mystérieuse accessible uniquement au niveau 999. Pendant des années, des joueurs se sont tués pour atteindre ce niveau, obsédés par l'idée de découvrir ce qu'elle cachait. Mais quand enfin la porte fut franchie, les récompenses derrière étaient dérisoires. Une simple zone cachée, quelques PNJ et du stuff. Rien qui justifie des années d'efforts. Curiosity s'inscrit donc dans cette même logique, mais en version radicalement plus simple. Pas d'énigmes compliquées, pas d'heures hallucinantes de jeu à atteindre, juste un geste minimaliste. Taper sur un cube. Le 8 novembre, la toute première couche tombe. Plus de 100 millions de cubelets détruits en une seule journée. 2 jours plus tard, la deuxième disparaît, puis la troisième, et le rythme est lancé. Mais très vite, on réalise une chose: ça va être long. Mais genre vraiment très long. Le 25 novembre, à peine 20 jours après la sortie, 43 couches ont déjà été détruites. Dit comme ça paraît énorme, mais replacé à l'échelle du truc, composé de milliards de fragments, c'est à la fois impressionnant et déprimant. Reste que ça fascine. Chaque couche tombée est vécue comme un petit événement. On en parle sur les forums, sur Twitter, sur YouTube. Certains calculent le temps moyen pour en finir une, d'autres le temps théorique total pour en atteindre le bout. Peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, mais personne n'a la réponse. Et pendant ce temps, le cube change de visage. Les couches adoptent des couleurs différentes, parfois des motifs, parfois des phrases énigmatiques. La surface devient rapidement une immense toile, un peu à la manière d'une pixel war. Des messages, des dessins géants, des mèmes, c'est tout un langage collectif qui se superpose
explose et disparaît au fil des heures. On assiste même à des guerres. D'un côté, les artistes qui veulent laisser une trace sur chacune des couches du cube, et de l'autre, les nettoyeurs qui ne pensent qu'à l'efficacité et effacent pour avancer. Chaque couche a ses souvenirs, ses guerres, ses anecdotes et son histoire. Bientôt, on atteint un pic à près de 3 millions de joueurs uniques. Parmi eux, des robots construits pour casser toute la nuit. Et tout ça a duré pendant près de 6 mois. Pendant plus de 6 mois, le cube a tenu 70 milliards de coups, 258 couches détruites et une attente insoutenable jusqu'à ce qu'enfin, la fin approche. Il ne reste plus grand chose et un seul joueur aura le privilège d'être le dernier. Et cette personne a bien existé. Un soir du 26 mai 2013, Brian Henderson, jeune écossais de 18 ans en études de graphisme, décide d'ouvrir Curiosity. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était pas un joueur hardcore du jeu. Il passait pas ses nuits entières à marteler son écran et il était même pas là depuis le premier jour. Honnêtement, ça ne fait qu'une heure qu'il a téléchargé l'application parce qu'il en a entendu parler sur les réseaux. Ce soir-là, il était là par hasard, connecté au bon endroit, au bon moment, et c'est lui qui frappe le tout dernier cublet. D'un coup, l'écran change et un message que seul Brian peut voir apparaît. Dedans, quelques mots simples, il est nommé vainqueur et on lui demande de contacter directement 22 Canes à une adresse email. C'est ce qu'il fait et c'est seulement après cette étape qu'il reçoit un lien. Un lien vers une vidéo dans laquelle Peter Molineux, créateur du jeu, s'adresse à lui et à lui seul. Ce qu'il s'apprête à lui annoncer est censé changer sa vie pour toujours. What is in the center is something that only we can grant. And it is... Je sais, c'est frustrant, mais pour vraiment comprendre ce que contenait ce cube, faut revenir en arrière une dernière fois et comprendre qui est Peter Molineux. Peter, de son vrai nom Peter Douglas Molineux, naît en 1959 à Guildford en Angleterre et comme beaucoup d'adolescents de son époque, il tombe rapidement amoureux des ordinateurs. Avant même de devenir créateur de jeux vidéo, il bidouille, programme, distribue des logiciels et revend des disquettes pour des machines comme l'Atari et le Commodore 64. C'est pourquoi, au début des années 80, il se lance enfin et fonde avec Les Edgar une petite société appelée Taurus Impact System. Leur mission, vendre des boîtes de haricots. Ce qui n'a a priori aucun rapport avec la suite. Non, en fait, là où leur destin va vraiment jouer, c'est sur une confusion. Un beau jour, Commodore, marque d'ordinateur ultra populaire à l'époque, les contacte par erreur en pensant avoir affaire à une société de logiciels, elle aussi, nommée Taurus. C'est simple, ils leur proposent littéralement un contrat pour développer sur leur nouvelle machine, l'Amiga, et pour ce faire, ils ont l'intention de leur envoyer plusieurs ordinateurs tout neufs. Molineux culpabilise, mais accepte instant, développe dessus un logiciel appelé Acquisition et met ainsi un pied dans un univers où il ne devait pas être. Celui qui l'amènera bientôt vers le jeu vidéo. En 87, Taurus devient Bullfrog Production. Et là, tout s'accélère. Avec son équipe, Molineux se lance dans des projets de plus en plus ambitieux. En 89, il sort Populous, considéré comme le tout premier véritable God Game, un jeu où le joueur incarne une divinité qui peut façonner le terrain, guider son peuple et déclencher des miracles ou des catastrophes. C'est un succès colossal, 4 millions d'exemplaires vendus. Peter vient littéralement d'inventer un genre à lui tout seul. Après ça, Bullfrog enchaîne les titres qui vont marquer les années 2000, comme Magic Carpet, où le joueur survole un monde en 3D qu'il peut remodeler en direct, Theme Park, un classique du jeu de gestion où l'on construit et administre son parc d'attractions, ou encore Dungeon Keeper, l'un de leurs jeux les plus cultes, qui inverse le principe du jeu de rôle. Au lieu d'incarner le héros, on joue le maître du donjon, celui qui pose les pièges et corrompt les créatures. Ce qui caractérise tous ces jeux, c'est leur ambition. Molineux ne veut pas seulement faire un bon jeu, il veut une expérience innovante, originale, dans un monde vivant où chaque créature, chaque détail réagit, évolue et se transforme. Il rêve de simulations complexes et dynamiques qui donnent l'impression que tout est possible. Mais cette ambition a un prix. Souvent, ce qu'il promet dépasse les capacités techniques de l'époque. Mais ça n'empêchera pas Electronic Arts de racheter Bullfrog en 95. Peter devient alors vice-président chez Electronic Arts pendant un temps, tout en continuant ses projets à côté, mais très vite, le poids de la structure, la logique financière et la bureaucratie d'un grand éditeur entravent sa liberté, au point où il prend la décision de quitter Bullfrog. Et en 97, rebelote. Il fonde un nouveau studio, Lionhead, et pousse ses idées encore plus loin. D'abord avec Black and White, où le joueur incarne un dieu qui guide un peuple et élève une créature dont l'apparence reflète ses choix moraux, avant de créer ce qui est sans doute son projet le plus célèbre, la licence Fable. Et c'est là que les problèmes commencent. Une fois de plus, Molineux est ambitieux. Dans la presse, il promet une expérience inédite. Un monde réactif à chaque choix du joueur, des arbres qui poussent en temps réel et des personnages qui se souviennent de vos actions.
À la sortie, Fable connaît un succès critique et commercial, mais beaucoup de fonctionnalités annoncées ne sont pas là ou sous forme très simplifiée. Molineux reconnaît lui-même avoir trop parlé, allant jusqu'à présenter des excuses publiques, mais c'est trop tard. Dorénavant, ce décalage entre promesses et réalité deviendra sa marque de fabrique. Le public commence à se méfier. Molineux est un visionnaire, mais il survend systématiquement ses idées. On lui reproche de créer des attentes impossibles à satisfaire. Et c'est ce qui nous amène en 2012. Après un rachat de Lionhead par Microsoft, Peter quitte les deux sociétés pour former son dernier studio indépendant, 22 Canes. C'est son projet ultime, le pic de sa carrière. L'idée, c'est de développer 22 expériences vidéoludiques différentes. Pas forcément des jeux au sens classique, mais des projets expérimentaux qui testent des concepts extrêmes, comme le fait de faire accepter à des millions de personnes un geste répétitif, sans récompense visible immédiate. Curiosity est donc la première de ces 22 expériences. Minimaliste, mystérieux et risqué, exactement dans l'esprit des promesses audacieuses qui ont suivi Peter depuis Bullfrog. Et je vous arrête tout de suite, il y a bel et bien une récompense à Curiosity. Pendant des mois, Peter Molineux aura répété que le secret au centre du cube allait littéralement changer une vie. Et cette vie-là était désormais celle de Brian Henderson. Et ce qu'il a gagné... And so, what is in the center is something that only we can grant. And it is the ability to be a digital god. We are making a game called Goddess. You, the person who would reach the center, will be the god of all people that are playing Goddess. You will intrinsically decide on the rules that the game is played by. And every time people spend money on Goddess, you will get a small piece of that pie. Brian devient le god des gods du prochain jeu de 22 Canes, Godus, un jeu où l'on incarne un dieu chargé de modeler le monde et de guider ses fidèles, littéralement l'héritier spirituel de Populous et Black and White. Brian devait donc régner sur l'ensemble des joueurs, imposer ses règles et surtout percevoir un pourcentage de tous les revenus générés par le jeu pour le restant de ses jours. Sur le moment, il est refait. Certes, c'est pas spécialement un gros joueur de jeux vidéo, il va peut-être pas passer des heures sur Godus, mais le pourcentage sur les revenus, il va clairement pas cracher dessus. Un mois plus tard, en juin 2013, il est donc invité dans les locaux de 22 Canes, qui lui paye billets d'avion et chambre d'hôtel pour tester le jeu en avant-première et signer son contrat. Mais une fois sur place, ça sent pas méga bon. Déjà, on l'enferme dans une pièce et on le force à jouer au jeu pendant 3 heures non-stop. C'est long, oui, mais c'est pas spécialement choquant. Là où ça devient vraiment plus bizarre, c'est quand il essaye de se renseigner sur la version multijoueur, celle qu'il est censé diriger. Et ils ont toujours pas commencé à la développer. Et le jeu devait sortir dans moins de 2 mois. Sur le moment, Brian se dit que c'est pas grave. Il connaît rien à la conception d'un jeu vidéo. Si ça se trouve, c'est toujours comme ça. Et puis, il lui reste toujours l'argent, le pourcentage, qui va changer sa vie. Et pour ça, il va devoir signer son contrat. Peter Molineux lui donne donc enfin rendez-vous dans son bureau, lui tend le fameux document, et Brian découvre enfin le chiffre. Jusqu'à la fin de ses jours, il gagnera 1%. 1% des revenus du jeu. Puis Peter se barre prendre un avion et Brian repart avec un poster et un t-shirt. Voilà la promesse qui allait changer sa vie, et c'est même pas fini. Pendant ce temps, Internet découvre enfin la récompense. Et la déception est immédiate. Après 6 mois de mystère, les joueurs s'attendaient à un trésor, à une révélation tangible. À la place, ils découvrent un rôle théorique dans un jeu inachevé, dont la viabilité économique reste douteuse. Ouais, parce que la récompense est conditionnelle. Si Godus flop, Brian ne touche rien. Le jeu est donc très attendu, pas seulement pour Brian, mais aussi par les gens qui y avaient mis de l'argent. Parce que Godus est un jeu qui a été financé sur Kickstarter à hauteur de plus d'1 demi-million de livres. 2 mois plus tard, le jeu arrive enfin sur Steam en Early Access et les premiers joueurs découvrent du vide. Simplifié à l'extrême, sans les fonctionnalités annoncées et surtout sans trace du fameux mode multijoueur censé faire de Brian le god des gods. Sans surprise, Godus est inachevé, répétitif et loin des attentes. Et du côté de Brian, toujours rien. Son rôle n'existe pas, son contrat n'est jamais vraiment honoré et les 1% promis ne représentent rien. Car Godus ne décolle pas. La version mobile rapporte un peu, mais tout juste assez pour que le studio 22 Canes garde la tête hors de l'eau. Mais certainement pas de quoi changer la vie d'un étudiant écossais de 18 ans. Il a bien tenté d'envoyer des emails, mais il ne recevra aucune réponse. Il a juste disparu du projet, comme si de rien n'était. Plus tard, Peter Molineux lui-même admettra que c'était inexcusable. Pas seulement parce qu'il n'a jamais été dans le jeu, mais aussi parce que la personne censée gérer la relation avec Brian avait quitté le studio et que personne n'avait repris le dossier.
Et de toute manière, Godus n'a jamais été rentable. Il n'y avait donc rien à redistribuer. Et j'ai envie de dire, heureusement que c'est tombé sur Brian qui n'avait qu'une heure de jeu à son actif. Avec le temps, Godus sombre encore plus. Des mises à jour abandonnées, une extension appelée Godus Wars qui tente de relancer la machine mais qui est vite vue comme une arnaque de plus. Bref, le studio est au fond du trou, il connaît une vague de licenciements et la réputation de Molineux prend un coup terrible. Aujourd'hui, 22 Canes existe toujours. Le studio a survécu malgré l'échec de Godus, qui a d'ailleurs fini par être retiré de Steam en 2023, mais Peter, lui, n'a jamais vraiment disparu. En 2025, à 66 ans, il prépare encore un nouveau projet baptisé Masters of Albion, présenté comme son dernier grand god game, à condition cette fois qu'il tienne sa parole. Et que la curiosité de millions de joueurs ne soit plus condamnée à ne découvrir qu'un cube vide.